Si vous aimez le tennis sur YouTube, abonnez-vous pour ne manquer aucun de mes futurs contenus. Novak Djokovic, impressionnant face à Rublev, a-t-il déjà été aussi complet? C'est la question qu'on va se poser dans cette vidéo. Avant ça, on va revenir en détail sur l'affaire Peng Shuai et l'énorme enfumade de la Chine, et sur le débat du GOAT via un petit sondage dans l'espace communauté de la chaîne. C'est le programme sulfureux de votre nouveau digest de Turin. On s'installe tranquillement et on attaque juste après ça. Et on attaque ce côté réseau par l'énorme affaire Peng Shuai qui secoue le monde du tennis depuis plusieurs jours maintenant. Pour plus de contexte, je vous renvoie à la vidéo que j'ai publiée en début de semaine, en début de Masters, avec la traduction Reddit du message complet de Peng Shuai posté sur Weibo, dans lequel elle accuse un ancien dirigeant chinois de l'avoir agressé sexuellement. Et puis là, on a eu la réaction, j'allais dire du gouvernement chinois, non, lapsus, de Peng Shuai, soi-disant. Donc vous voyez, ça a été leaké par CGTN, qui est un média affilié à la Chine, carrément. Et puis le message, il est complètement fou, il est lunaire, il est même peut-être un petit peu effrayant. Donc on va le voir en détail dans cet article d'Eurosport. Je n'ai pas disparu, je ne suis pas en danger. Peng Shuai aurait donné des nouvelles à la WTA. Donc vous allez voir ce qu'elle dit. Je n'ai pas vérifié ni confirmé le récent article publié sur le site de la WTA, dans ce fameux mail, et il a été publié sans mon consentement. Les informations qui y figurent, dont les allégations d'agression sexuelle, ne sont pas vraies. Je n'ai pas disparu, ni ne suis en danger. Je ne fais que me reposer chez moi, et tout va bien, c'est lunaire. Merci encore de vous soucier de moi. Donc je résume, très clairement. On a une joueuse professionnelle qui a accusé sur un réseau social un ancien dirigeant chinois de l'avoir agressé sexuellement. Quelques jours après, elle disparaît totalement de la surface de la planète. Qu'est-ce qui se passe en fait? Elle est enfermée par le gouvernement chinois, c'est ça en fait la réalité. C'est pas je suis en train de me reposer, faut arrêter de nous prendre pour des jambons beurre aussi à un moment donné. Donc là clairement il faut le dire, elle est enfermée par le gouvernement chinois. On est dans un monde où tu peux envoyer une vidéo en 2 secondes sur WhatsApp, sur Instagram, etc. pour montrer des nouvelles, pour dire que t'es vivant. Non, on nous envoie un mail en plus, regardez, le mail il est énorme, on a encore la barre, c'est une putain de capture d'écran. À un moment donné, franchement, si t'es allé à l'école plus de 2 jours dans ta vie, tu sais bien que ce mail il est complètement bidon. Enfin c'est effroyable vraiment. Et on a la réaction de la WTA qui je trouve est excellente, et je le dis d'ailleurs dans un tweet, impression à sa juste valeur la réaction de la WTA dans l'affaire Peng Shuai. Trop d'instances sportives se seraient couchées vu les enjeux financiers en espérant que ça paye. Alors c'est quoi précisément la réaction de la WTA? C'est ça, Steve Simon qui s'exprime dans un communiqué qui explique: les déclarations rapportées par les médias d'état chinois ne font que renforcer mes préoccupations quant à la sécurité et à la localisation actuelle de Peng Shuai. En orange, j'ai beaucoup de mal à croire que Peng Shuai ait écrit le mail, moi aussi, tout le monde en fait, que nous avons reçu, ou croit en ce qui lui est attribué. Elle a fait preuve d'un incroyable courage en portant publiquement une accusation détaillée d'agression sexuelle contre un ancien haut responsable du gouvernement chinois. La WTA et le reste du monde ont besoin d'une preuve indépendante qu'elle est effectivement en sécurité. Et Steve Simon va même plus loin que ça. On le voit ici dans cet article du Time. Si nous constatons que ce que nous demandons ne peut pas arriver ou n'arrivera pas, dit Simon, nous sommes prêts à ne plus faire d'affaires dans la région et à aller de l'avant. Là, clairement, on est dans une dystopie maintenant avec ce pays qui vous empêche totalement de vous exprimer. C'est assez grave. C'est aussi pour ça que je fais un petit encart. Je suis désolé, peut-être que certaines personnes ne sont pas intéressées, mais pour moi ça me semble essentiel. On peut pas passer à côté de cette information. On le voit ici aussi, Edward Chen qui nous explique: le compte Weibo de ma petite amie a été suspendu aujourd'hui pour avoir envoyé des captures d'écran de Peng Shuai. Elle a envoyé des captures d'écran simplement, pas du texte, et c'est un groupe de discussion privé de 6 personnes. Elle a été donc attrapée. Cela signifie que le système de censure peut maintenant faire de la reconnaissance au niveau des images. C'est en fait assez impressionnant. Voilà, vous avez tous les éléments sur cette affaire. N'hésitez pas à me donner aussi votre avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Et on enchaîne dans ce côté réseau avec ce sondage pour le GOAT. Je vous posais la question: est-ce que le palmarès est l'unique critère pour déterminer le GOAT? Parce que je voyais beaucoup ça popper dans les commentaires. Et la réponse, globalement, 1300 personnes ont voté, merci à vous. 33% de oui et 67% de non. Alors, si j'essaye d'interpréter les résultats, ça me dit déjà qu'il y a 33% de fans de Novak Djokovic dans la communauté de la chaîne. Non mais c'est vrai, il faut le dire. Ceux qui ont voté oui, c'est des fans de Novak, c'est tout. Et le reste, 67% de non. Mais il y a aussi des fans de Novak Djokovic qui pensent que c'est pas l'unique critère. Je pense aussi que c'est pas l'unique critère, même si c'est clairement le critère le plus important. C'est un référent objectif. Après, dans la grandeur, il y a d'autres choses. C'est pas le meilleur, c'est le plus grand. Et le plus grand, ça veut dire aussi, voilà, c'est l'aura, c'est l'impact sur le jeu. Il y a d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte. Je vous renvoie d'ailleurs à ce sujet sur ma série sur le GOAT. Et on termine dans ce côté réseau avec un entretien entre Nico Rosberg, champion du monde de Formule 1 en 2016, et Rafael Nadal, qui a gagné 2-3 Roland Garros, je crois, et il parle de la santé mentale et un petit peu de Novak Djokovic. On les écoute tous les deux justement. Doubts but confidence. It's like there's two Rafas in the head. If you don't have doubts in this life, it's because you are too arrogant, I think. No, Yeah. because in this life, most of the things are not 100% clear. So Yeah. you need
to have some doubt, you need to ask yourself what's the right thing to do. Donc Rafa qui explique que le doute c'est quelque chose d'essentiel dans sa carrière, dans sa progression également. Si vous doutez pas, vous progressez pas. On se souvient en 2019, avant Roland Garros, il a vu d'énormes doutes, il était cloîtré dans une chambre d'hôtel, il se demandait s'il allait continuer sa carrière tout simplement. Et puis bien sûr, sur ce sujet, Rosberg il est malin, il a compris qu'il y avait quelque chose à aller gratter du côté de Novak Djokovic. On écoute justement cette question. Well, it depends, huh? There's different ways. Depends on the sport. Because if you take Djokovic, I don't think he's on the super sensitive side. Probably. He's more maybe a machine. I mean, in terms of mentality, but I am sure that he has his doubts too. Rafa qui emploie le terme de machine à l'endroit de Novak Djokovic. C'est vrai que le Serbe ne donne pas beaucoup d'impression de doute dans son style de jeu, dans sa manière d'appréhender ce sport. On voit d'ailleurs une excellente photo d'hier lors de son match face à Rublev, et c'est la transition toute trouvée sur le coin tactique et la masterclass de Novak. On enchaîne donc avec le coin tactique Novak Djokovic, la masterclass face à Andrei Rublev, et la question qu'on va se poser également dans cette vidéo, n'a-t-il jamais été aussi complet? On va voir avec le service, avec son retour de service également. Alors ici, 29% de points remportés derrière sa seconde pour Andrei Rublev, et je trouve globalement que des profils comme Andrei Rublev, c'était la première opposition d'ailleurs entre les deux hommes, on voit l'écart abyssal entre les deux joueurs. On voit à quel point un joueur qui est aussi limité tactiquement que Andrei Rublev ne peut pas s'exprimer face à un joueur du profil de Novak Djokovic qui a réponse à tout, qui est un mur, qui est un bloc, qui agresse sur les points faibles, notamment ici, et qui va donc en fait forcer Rublev à passer sous la balle, il va pouvoir avancer dans le court. On a une version de Novak Djokovic qui est de plus en plus offensive, et on a un joueur aujourd'hui, je trouve, qui a à la fois le relâchement offensif de Roger Federer, avec le service notamment, on va voir ça d'ici quelques instants, aussi ses capacités défensives qui ont été relativement préservées malgré son âge avancé, 34 ans maintenant, ça aussi pareil, on va le détailler. Donc vraiment Novak qui est de plus en plus complet, qui n'a pas de faille manifeste dans son jeu. Mais le progrès principal ces dernières années, c'est son service, c'est incroyable, c'est la deuxième palette. Alors au total dans cette partie, 14 aces, 87% de points remportés derrière sa première balle, c'est-à-dire qu'il sert 10 fois, il remporte 9 points, c'est injouable. Et puis surtout on a le toss, donc le lancer, et on a eu une analyse de Prime Video d'ailleurs à ce sujet. Le lancer il est identique quelle que soit la zone, donc c'est à dire que s'il sert extérieur, ce qu'il arrive à faire d'une manière remarquable, ça on en a déjà parlé sur la chaîne, donc les services avec un petit slice extérieur à 170, il n'y a pas besoin de frapper fort, bah vous arrivez à mettre votre adversaire ici, et ensuite le court il est totalement ouvert, donc vous pouvez faire un service volé, un one-two plutôt tranquille, un contre-pied, enfin bref, vous vous baladez sur le deuxième coup de raquette. Et puis s'il sert également au T, bah c'est le même lancer, donc c'est absolument illisible, et ça rappelle d'ailleurs ce qu'avait dit Novak Djokovic après la finale de Wimbledon 2019, quand il avait dit le service de Roger, j'ai été incapable de le lire pendant une bonne partie du match, avec son lancer qui est toujours le même, c'est impossible de déterminer s'il va servir à gauche, tout droit ou sur le corps, et c'est ça qu'a acquis maintenant Novak Djokovic. C'est assez impressionnant, le mec il fait que progresser encore et encore, il ajoute des petites briques à son jeu, et on a l'impression qu'il joue pas au même sport. Je suis désolé, on voit des Rublev, on voit des Ruud, on a vu Norrie aussi, on va en parler d'ici quelques instants de ce match, il joue pas au même sport. Vraiment c'est manifeste, et moi quelque part j'ai un petit regret par rapport à ça, c'est que j'aimerais voir ce Novak là, un Novak extrêmement complet, hyper intéressant à garder, qui est capable de se muer en défenseur et en attaquant. Bah, j'aimerais le voir face à une opposition qui est plus forte, parce que je trouve que c'est pas assez fort, à part Daniil qui arrive à le tester, le Z aussi. Je trouve que les autres ils sont un énorme cran en dessous, je suis désolé de le dire comme ça, mais c'est un peu des benets quoi, c'est des benets tactiques, c'est-à-dire que Rublev, faut qu'il ait la balle sur la baseline, il va envoyer des cachous en coup droit, des marmites, des saucisses, des merguez enflammées, mais il sait faire que ça, il y a rien d'autre, il y a pas de variation, il y a pas de slice, il y a pas d'amorti, il y a pas de montée à contre-temps, il y a rien quoi. Donc du coup Novak, ce qu'il a fait contre Rublev, il s'est mis derrière, il a attendu la faute parfois, il est resté à 1m50, 2 mètres de la ligne de fond, même si parfois il a varié, il est monté, mais au total donc on voit un Rublev 18 coups gagnants, 26 fautes directes, c'est-à-dire qu'ici bah, je mets une petite balle longue, et puis j'attends que ça force, et à chaque fois que Rublev force, bah, je prends le point, voilà, sur des points importants, j'encaisse, et je frustre avec notamment cette défense. Alors qui défend comme ça sur le circuit? Je vous pose la question, regardez-moi cette position qui est incroyable, il va réussir à repartir immédiatement sur la gauche, avec donc un passing en revers qui va donc complètement clouer Rublev. On va voir la célébration ici de la part de Djokovic, un point hyper spectaculaire, un défenseur all-time, le plus grand défenseur de l'histoire de ce jeu je pense, on peut peut-être comparer avec Hugo Gaston, il avait... Donc cette perfection tennistique de Novak Djokovic, je la trouve incroyable, je vois pas de faille en fait, à part le fameux Djoko Smash, et parfois aussi également des difficultés à rentrer dans ses matchs, quelques déconcentrations de temps en temps, mais par rapport à son prime, certes il avait des meilleures capacités parfois de défense, et il était plus concentré également sur l'ensemble de ses matchs, mais je trouve que désormais, bah voilà, là on a un joueur, un prototype quasiment parfait du tennisman moderne. On enchaîne très rapidement sur le Norrie Ruud. Alors on va être très clair, j'ai pris plus de plaisir lors de ma dernière coloscopie qu'à regarder cette rencontre, mais on va donc focus sur
sur un point tactique précisément, c'est donc Nori qui a focalisé un max sur le revers, forcément, le revers de Rude en début de partie, ça explique le 6-1, et aussi Rude qui a arrosé dans tous les sens, et en fait on a vu une tactique en deux temps, c'est-à-dire on isole au maximum sur le revers, on fait que ça pendant 3, 4, 5 coups, et puis donc une fois que l'adversaire a perdu un petit peu ses repères et a fait quelques fautes directes, eh bien on engage sur le coup droit, et là on se dit, le Rude il va être dans un sentiment d'urgence, il va essayer de forcer, et c'est ce qui s'est passé, 2 tiers de ses fautes ont été faites en coup droit, ici on va voir, il va envoyer une marmite, une merguez dans le couloir, le Rude, mais dans l'ensemble, Nori qui choque complètement, 2 jeux, un dans le deuxième set, un dans le troisième set, et donc cette finale de Mouilleron le captif a été remportée par Casper Ruud. On enchaîne, on termine avec la reco du jour et 2 matchs aujourd'hui à se mettre sous la quenotte, le Zverev Hurkacz et le Medvedev Sinner. Alors certains d'entre vous m'ont demandé mais pourquoi Sinner, s'il bat Medvedev, ne peut pas être qualifié? Tout simplement parce que le deuxième critère de sélection pour aller en demi-finale, c'est le nombre de matchs joués. Donc s'il est à égalité avec d'autres joueurs, eh bien il passe à la trappe. Donc ce que je vous propose, c'est que si Hurkacz bat Zverev, ça donnera du piment sur le Medvedev Sinner, donc on le fera en live sur Twitch. Mais si c'est le Z qui bat Hurkacz, et je pense qu'on est quand même bien parti pour ça, eh bien tant pis, on fera pas de live, c'est comme ça, je boude, je fais du boudin, on se retrouve demain pour un nouveau digest. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et buvez du kawa.